Monsieur Aklankul, bonjour. Nous sommes ici à l'université Pierre et Marie Curie, qu'on appelle aussi Jussieu, et qui a de nouveau changé de nom pour s'appeler... C'est l'une des composantes d'un ensemble plus vaste qui s'appelle Sorbonne Université. Très bien. Et qui regroupe les universités autrefois, Paris 2, Paris 4, Paris 6. Nous allons parler de particules élémentaires et de physique quantique, et nous sommes bien tombés parce que vous avez consacré toute votre carrière à ces sujets. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire sur quoi vous travaillez? J'ai travaillé, je suis théoricien, j'ai travaillé dans des domaines très variés de la physique théorique, la mécanique statistique, la mécanique quantique évidemment, et même la physique classique, par exemple. J'ai fait des problèmes de diffusion classique en présence d'impuretés, par exemple. Bon. Donc j'ai eu une activité théorique qui est assez éclectique en quelque sorte. Par ailleurs, j'ai enseigné pendant toute ma vie, d'une part à l'université Pierre et Marie Curie autrefois, et puis j'ai pendant une quinzaine d'années enseigné en première année à l'école normale supérieure, où j'ai été chargé d'abord du cours de mécanique quantique, plutôt des applications de la mécanique quantique, et ensuite du cours de maths appliquées, c'est-à-dire du mathématique pour physiciens. Voilà, et c'est avec ça que j'ai écrit tous ces bouquins. C'est à partir de là que j'ai écrit tous ces bouquins. Alors, entrons dans le sujet. Je vais vous proposer un petit schéma de ce qu'est la physique, grosso modo, et ce que je vous propose, c'est me dire si je suis juste, si je suis dans le faux, ou si c'est incomplet. Grosso modo, la cosmologie, l'infiniment grand, est régie par la relativité générale. L'infiniment petit, c'est-à-dire ce qu'on appelait les particules élémentaires, est régie par la physique quantique. Et la physique quantique est née au moment où Max Planck s'est rendu compte que l'énergie ne pouvait se transmettre que de façon quantifiée. Donc il y avait un niveau minimal, un peu des atomes d'énergie en quelque sorte, en deçà duquel on ne pouvait pas aller, une granularité de l'énergie. Qu'ensuite Einstein, qui a repris son hypothèse au bon, à partir de l'effet photoélectrique, en expliquant l'effet photoélectrique, a déterminé que la lumière aussi était quantifiée dans des photons, et que ces photons, lorsqu'ils frappaient les atomes de matière, et notamment de matière de métaux, d'un matériau métallique, détachaient des électrons, et c'est ainsi que la lumière peut contraindre un métal à produire de l'électricité. Et on est rentré dans ce qu'on appelle la physique quantique, parce qu'on s'est rendu compte que l'énergie et la lumière étaient composées de quanta. Est-ce que ce schéma initial de la naissance de la physique quantique est le bon? Oui, on peut dire les choses comme ça. Bon, le point de départ de tout, c'est 14 décembre 1900, Max Planck, qui, pour résoudre une difficulté gravissime qui était le rayonnement thermique, le rayonnement du corps noir, fait l'hypothèse que, effectivement, la lumière, le rayonnement et la matière s'échangent par quantité finie, insécable. C'est vraiment des atomes d'énergie. Il est intéressant de savoir que Planck n'a pas cru sur l'instant à cette histoire. Il a mis 15 ans, 17 ans avant de vraiment y croire. Il pensait que c'était un artefact mathématique. Lui-même longtemps n'a pas cru aux atomes. D'ailleurs. Absolument, absolument. Bon, alors ça c'était en 1900. Très vite, en 1905, dans l'année merveilleuse d'Einstein, l'annus mirabilis, Einstein a proposé une interprétation de l'effet photoélectrique en effet, et a repris l'idée de Max Planck. Et là, ça a vraiment été le démarrage de l'ère quantique. C'est vraiment à ce moment-là que les choses ont commencé. Alors on va continuer cette histoire. Alors très rapidement, pour planter le décor, alors l'énigme du corps noir, c'est le fait que lorsque la matière est chauffée, elle émet de la lumière, et de la lumière dans l'infrarouge, je crois, c'est ça? Elle émet dans toutes les fréquences. Dans toutes les fréquences, d'accord. Et c'est en analysant ce spectre qu'il a fait sa loi E égale HV avec la fameuse constante. E égale H nu. Non, alors c'est l'hypothèse de Planck. E égale H nu. Parce que quand on regarde, effectivement, tout corps chauffé émet du rayonnement sur toutes les fréquences, d'accord? Et donc, ce qu'on avait mesuré, c'est qu'au départ, du côté des basses fréquences, ça démarre comme le carré de la fréquence, comme nu au carré. Mais on s'est aperçu très vite que la courbe expérimentale se séparait de la courbe en nu carré. Donc il y avait un problème. Il y a même un problème encore plus grave qui est un peu académique, que Ehrenfest a appelé la catastrophe ultraviolette, oui. C'est que si on fait l'intégrale, si on va de 0 à l'infini de toutes les fréquences, on trouve l'infini, ce qui n'a pas de sens. Et donc Planck a utilisé l'idée, il a réalisé qu'en fait, si il introduisait la notion de quantum d'énergie, la difficulté disparaissait. Alors, sa démarche est extrêmement subtile, on ne peut pas la résumer en 3 mots, mais si vous voulez, le fait est que quand on passe du continu au discret, la difficulté disparaît.
Alors ensuite apparaît Erwin Schrödinger qui explique que les particules sont égales, que toutes les particules élémentaires ont une fonction d'onde, y compris l'électron, y compris le proton. Oui. Alors là, je dois vous dire que vous êtes victime d'un oubli trop fréquent, qui est celui-ci. Schrödinger, c'est Noël 1925, pardon, publié en 26, tout de suite après. Mais pendant l'été 1925, Heisenberg, mécanique des matrices, avait tout compris, ou plus précisément, il avait construit la théorie quantique. Donc, si vous voulez, l'apport de Schrödinger et d'Heisenberg sont tous les deux phénoménaux, il n'y a pas de doute. Il ne s'agit pas de dire que l'un est plus grand que l'autre, mais chronologiquement parlant, Heisenberg avait 6 mois d'avance. C'est assez extraordinaire parce que, alors pourquoi on parle le plus souvent beaucoup plus de Schrödinger que de Heisenberg, c'est pour une raison qui se comprend très bien. Heisenberg a utilisé un langage qui était le langage des matrices. Les matrices sont des êtres mathématiques, des objets mathématiques qu'à l'époque les physiciens ne connaissaient pas, à l'exception notable de Max Born. Et donc, la démarche de Heisenberg, indépendamment du fait qu'elle est c'est heuristique comme démarche, tout comme Schrödinger, hein, c'est pas une démarche par déduction, c'est par induction. Cette démarche est extrêmement subtile et utilise en plus un formalisme mathématique que pratiquement tous les physiciens à l'époque ignoraient, tout simplement. Au contraire, Schrödinger, lui, a utilisé le langage des ondes, c'est-à-dire qu'il s'est appuyé il s'est appuyé sur des travaux qui avaient été faits par Hamilton vers 1850, vous voyez, 70 ans auparavant. Et Hamilton avait établi une analogie entre l'optique et la mécanique. Mais à l'époque, Hamilton n'était pas allé plus loin. Il avait dit c'est une belle analogie, mais à l'époque, on n'avait aucune raison de remettre en doute la physique. À l'époque de Schrödinger, on avait E égale h nu, la révolution quantique, et donc là, il fallait effectivement sauver la physique, comme l'a dit Max Planck. Et donc Schrödinger a repris les travaux de Hamilton, il les a poussés jusqu'au bout. Là encore, la démarche est d'une subtilité extrême. On sent combien Schrödinger lui-même était hésitant, il avait envie d'aller à gauche, puis il allait à droite, puis il revenait un peu à gauche, voilà. Mais parce que ça ne se démontre pas, à proprement parler. Et lui a utilisé le langage des ondes. Or, les ondes, si vous voulez, c'était un concept extrêmement familier pour les physiciens. Ce qui a valu à Schrödinger, qui a appelé sa mécanique la mécanique ondulatoire, d'être non pas acceptée tout de suite, mais d'être reçue par les physiciens beaucoup plus facilement que la mécanique des matrices de Heisenberg. Mais, ce qui a surpris tout de suite, c'est que on avait donc 2 démarches parallèles qui n'avaient rien à voir avec apparemment, rien à voir l'une avec l'autre. Or, dans tous les cas où on était capable de pousser les calculs jusqu'à un certain point, au même point, on avait exactement les mêmes résultats. Autrement dit, 2 démarches complètement différentes, 2 théories apparemment très différentes, mais qui donnent les mêmes résultats. Et ça a surpris tout le monde à l'époque. Et celui qui a parachevé le tout, c'est Dirac, qui a montré qu'en fait, si vous voulez, l'approche de Heisenberg d'une part, l'approche de Schrödinger d'autre part, c'était 2 façons distinctes d'écrire la même théorie. C'est un peu comme si vous aviez 2 partitions, l'une en si mineur et l'autre en do majeur. Voilà. Alors, j'avais notamment mis Heisenberg après parce que Heisenberg a apporté un concept qui est assez mal saisi par le grand public, qui est le fameux principe d'incertitude. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il signifie ? Le principe d'incertitude, c'est en réalité, alors c'est plus un principe maintenant. À l'époque, ça a été dénommé comme étant un principe parce qu'on n'avait pas de théorie sous-jacente permettant de le démontrer. D'accord ? Alors, en tout cas, peu importe la terminologie, le fait est que cette affirmation repose sur l'idée qu'il existe des grandeurs dites incompatibles. C'est-à-dire des grandeurs qu'on ne peut pas mesurer simultanément. L'exemple le plus bateau, c'est la position et la vitesse. Alors, comment Heisenberg en est venu ? Donc, d'une particule. Pour une particule. Vous imaginez une particule qui se déplace dans l'espace. Classiquement, vous vous dites, à un instant donné, elle est là, elle a une vitesse qui est égale à ça. Bon, très bien. Puis classiquement, on peut les mesurer sans restriction. Heisenberg, pour des raisons assez subtiles, vous dit non. On ne peut pas mesurer la position et la vitesse. Et d'ailleurs, si on pousse un tout petit peu les choses au fond, on s'aperçoit, et d'autres expériences vous disent la même chose, on s'aperçoit qu'en réalité, ce qui disparaît dans le raisonnement quantique, c'est la notion de trajectoire.
C'est-à-dire que l'idée à laquelle on est tellement attaché, je veux dire, une particule, un objet qui se déplace dans l'espace, elle suit une certaine trajectoire. Si on est capable de déterminer théoriquement cette trajectoire, c'est très bien, mais personne n'en doute. Or, en théorie quantique, la trajectoire disparaît. Et d'ailleurs, c'est assez frappant de voir comment, dans l'abstract de l'article de 1925, Heisenberg, donc c'est l'article qui pose la mécanique quantique, vous dit bien, le but du physicien, c'est d'expliquer ce qu'on observe. Et il donne l'exemple, il dit voilà, il faut que le physicien donne une raison au pourquoi de la lumière émise par les atomes. À l'époque, on savait que les atomes émettaient de la lumière, on avait même fait des mesures extrêmement précises, on ne comprenait absolument pas pourquoi. D'accord ? Donc Heisenberg vous dit, le but du physicien, c'est d'expliquer pourquoi les atomes émettent de la lumière comme ils le font. Et il continue en disant, et non pas de décrire la trajectoire de l'électron autour du proton dans l'atome d'hydrogène, parce qu'on ne l'a jamais vu, dit-il, et il ajoute dans une espèce de préscience, peut-être qu'on ne la verra jamais. Donc il avait déjà plus ou moins compris que cette notion de trajectoire, qui est pourtant si familière, disparaît en théorie quantique. Donc un atome émet de la lumière lorsqu'il reçoit lui-même une énergie, et que cette énergie contraint un électron à changer de niveau d'énergie lui-même, c'est-à-dire que s'il est dans la couche supérieure, il va descendre d'une couche, et pour garder l'équivalence énergétique, il émet un photon. Absolument, c'est ainsi que ça se passe. Vous êtes déjà dans le cadre du modèle de Bohr, 1913. Or ça, précisément, c'est une image que récuse la théorie quantique. Parce que vous voyez, vous dites l'électron tourne sur une certaine... Oui, voilà, j'aurais pas dû dire ça, parce que c'est un champ, effectivement, et ce n'est pas une petite boule de pétanque qui tourne autour de, bien entendu. Lorsque vous dites que la notion de trajectoire disparaît, alors est-on bien d'accord que ce n'est pas la trajectoire qui disparaît, c'est sa mesure, par exemple, sur un repère orthonomé qu'on ne peut pas faire, parce que les neutrinos qui traversent l'univers, ils ont bien une trajectoire. Ils partent d'un point pour aller à un autre et ils nous traversent, non ? Il y a une expérience que moi je considère comme étant l'expérience emblématique de la théorie quantique, c'est l'expérience des fans de Young. Vous voyez ce que je veux dire, non ? Moi je vois, mais peut-être que le public qui nous regarde... Alors, les fans de Young, c'est la chose suivante, c'est une expérience extrêmement simple. Vous avez une source de lumière, un écran avec 2 trous, et derrière, à droite, un écran sur lequel vous pouvez observer la figure, ce qui se passe. Alors, c'est une expérience qui a été faite par Thomas Young vers 1810, et qui a mis fin à la controverse entre Newton, d'une part, et Huygens, par exemple. Est-ce que la lumière est une onde ou est-ce que la lumière est une particule ? D'accord ? Thomas Young a fait son expérience. Ce dont on s'aperçoit, c'est que quand les deux fentes quand il y a vraiment 2 trous, la lumière passe à travers les 2 trous, et vous avez une figure d'interférence sur l'écran, c'est-à-dire... Donc c'est une onde. D'accord ? Voilà. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que ça a clos la discussion, la controverse entre Huygens et Newton, mais elle est réapparue après, puisque Einstein nous dit non, pas du tout, la lumière est une particule, la lumière est composée de petits grains. Et donc c'est là où en fait, si vous voulez, on retrouve ce qu'on a appelé autrefois la dualité onde-corpuscule. Bon, en tout cas, pour en revenir... On peut parler de l'expérience d'Alain Aspect, justement, oui. C'est le moment, je pense. Non, pas tout à fait, je reviens à l'histoire de la trajectoire. Oui. Donc, alors cette expérience que Thomas Young a faite vers 1810 avec de la lumière, on peut la faire avec des particules, des électrons par exemple. Et on s'aperçoit quoi ? On s'aperçoit que si on envoie les électrons un à un dans le dispositif, sur l'écran on voit des points lumineux, donc on voit des impacts qui se distribuent apparemment au hasard. Mais si vous posez longtemps d'envoyer des électrons un à un, des milliards d'électrons, si votre plaque photo est impressionnée pendant très longtemps, quand vous regardez la distribution des impacts, c'est la même chose qu'une figure d'interférence. Donc, on a envie de dire, alors ce qui est fou, c'est que quand vous bouchez l'une des fentes, il n'y a plus de figure d'interférence. Elles disparaissent, d'accord ? Et alors, ça paraît complètement invraisemblable, parce que si on garde l'idée que l'électron suit une trajectoire, vous voyez, donc vous imaginez, il passe par la fente du haut. Et ce qu'il va faire après se moque complètement de ce qui est de l'état de la fente du bas. Si vraiment il y a une trajectoire qui est une ligne, cette ligne ne peut pas dépendre de l'état de la fente inférieure, ouverte ou fermée. Donc, et ça c'est une des raisons qui vous montre qu'effectivement, la notion de trajectoire disparaît. Il y a une autre
Et quand vous avez admis ça, il y a un autre fait extrêmement important, c'est que quand vous considérez des particules qui sont identiques, qui ont les mêmes propriétés, même masse, même charge, même spin, d'accord ? Le fait que la trajectoire disparaisse conduit à ce qu'on appelle l'indiscernabilité des particules en mécanique quantique. Ça a une conséquence absolument prodigieuse. Ça vous permet de définir 2 classes de particules, les bosons, les fermions, et sur laquelle est construite finalement toute l'idée qu'on se fait de la stabilité de la matière. Et ça à toutes les échelles, depuis les quarks jusqu'aux étoiles à neutrons. Donc, si vous voulez récupérer la notion de trajectoire à tout prix, vous supprimez ce fait. Et donc, la physique quantique, la théorie quantique s'effondre sur elle-même. Dans les expériences de type aspect, où on envoie un photon par un photon, il y a une expérience aussi avec des fentes comme ça. Oui. Mais est-ce qu'on doit viser l'une des 2 fentes pour que le photon passe par l'une ou par l'autre? Parce que le photon qui se dirige, il peut s'écraser contre la plaque et rater les 2 fentes. Absolument. Non, mais c'est ça ce que veut dire cette absence de trajectoire? Oui. Vous avez une source lumineuse qui est de très très faible intensité, donc à la limite, elle envoie les photons un à un dans l'appareil, et on observe exactement le même phénomène qu'avec les électrons, qu'avec les particules, avec un canon à électrons. C'est-à-dire, vous en envoyez très peu, vous voyez des impacts sur l'écran, et quand vous laissez la plaque photo exposée suffisamment longtemps, vous voyez que tous vos impacts se répartissent comme pour une figure d'interférence. Comment interpréter cette absence de trajectoire? Ça veut dire que les photons vont se déplacer? Alors, attendez, évitons de parler de photons, parce qu'alors en plus, ou d'électrons. Des électrons, parce que dans le cas du photon, il y a une difficulté supplémentaire, parce qu'il va à la vitesse de la lumière, précisément. Dans le cas des électrons, non, on ne peut toujours pas, même pour une particule massive, vous ne pouvez pas parler de trajectoire. Alors, ça peut paraître très contradictoire, parce qu'on a tous dans la tête des photos de chambre à bulles. On peut se déplacer sans trajectoire? La notion de trajectoire disparaît. Sans chemin. Oui. Le fait est que c'est un concept dont la théorie quantique n'a pas besoin. Voilà, je devrais le dire comme ça. Donc, ce que nous dit Heisenberg, c'est que si on arrive à déterminer une composante, par exemple la vitesse, eh bien, on ne peut plus déterminer la trajectoire ou de façon très floue, oui. Et voilà. Mais en même temps, ça signifie, in fine, que cette notion de trajectoire aussi disparaît, ce qui est un premier élément choquant de la physique quantique, et qui fait penser à ce dont on va parler tout à l'heure, qui est la non-localité, ce qu'on appelle abusivement la non-localité. Vous me direz si c'est abusif ou pas. Alors ensuite arrive la notion de probabilité. Ce qui est très casse-pied. Moi, mes cours de probabilité, pour tout vous dire, j'ai pas du tout aimé ça. Et pouvez-vous nous dire comment la probabilité est entrée dans la physique quantique en l'occurrence? Si Feynman était là, il vous dirait c'est parce que la nature est comme ça. C'est-à-dire que au niveau du micro-monde, de l'infiniment pi, comme on dit, il existe un aléatoire irréductible. C'est-à-dire que c'est pas comme une pièce de monnaie que vous lancez en l'air, et puis bon, il y a un courant d'air, vous n'êtes pas capable de tout rentrer dans la description du mouvement de la pièce, et donc vous n'êtes pas capable de dire si elle va tomber d'un côté ou de l'autre. Mais ça, c'est une espèce de hasard qui est un peu on ne peut pas définir le hasard, c'est très difficile, mais en tout cas, on peut dire c'est un peu... c'est une notion qui s'introduit en conséquence du fait qu'on n'est pas capable de traiter tous les petits effets. Dans le cadre du micro-monde, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus fondamental. Il y a un indéterminisme. Alors, quand je vous dis, c'est par exemple les électrons qui traversent les fentes de Young, qui vont à un endroit ou à un autre. Et ça, on aura beau refaire l'expérience à un endroit, à un autre, etc., on verra toujours ce côté aléatoire. Est-ce que la réalité qui est probabiliste ou est-ce la mesure? C'est-à-dire qu'en fait, on détermine une probabilité dans la mesure, il a une chance d'être ici ou une chance d'être là, ou est-ce que c'est la réalité qui est probabiliste? Bon, je vous dirais que pour moi, alors là, les avis ne sont pas universels, mais mon avis est que pratiquement toutes les difficultés de compréhension de la théorie quantique viennent du fait que au fond, on ne sait pas ce que c'est que la réalité physique. Donc, et en quelque sorte, qu'il faudrait pouvoir définir de façon universelle la notion de réalité physique, mais ça, on ne sait pas faire. Est-ce qu'il existe une réalité physique? Moi, j'en sais strictement rien. Tout ce qu'on est, et si vous voulez, là, on rentre au-delà de ce que les physiciens
au-delà de la frontière que les physiciens s'autorisent à franchir, puisque c'est de la métaphysique au sens étymologique du terme. Donc, qu'est-ce que c'est que la réalité physique? Je n'en sais rien, moi, personnellement. Einstein, Podolsky et Rosen ont pris du soin de donner une définition, mais leur définition, qui conduit par une argumentation logique absolument irréfutable, conduit à un certain résultat. Tout ceci est en contradiction avec le résultat des expériences d'aspect. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, autre point avant de parler de PR, c'est le fait que la mesure ait un impact sur le réel. Oui, mais alors là, à nouveau, qu'est-ce que c'est que le réel? J'ai envie de dire, la mesure, pour moi, la mesure, je ne dirais pas que la mesure impacte le réel. Je dirais que la mesure impacte la connaissance qu'on a du réel. Pourquoi? Parce que si vous croyez Schrödinger, de tout ce qu'on peut savoir sur un système est contenu dans ce qu'il a appelé lui-même la fonction d'onde. D'accord? Et cette fonction d'onde vous permet notamment de, comme l'a proposé Born, de définir la probabilité pour la particule d'être quelque part. Alors en fait, ce n'est pas la probabilité d'être quelque part, c'est la probabilité d'être trouvé quelque part. Et là, il y a une différence qui n'est pas seulement une différence sémantique, mais bon, je ne veux pas rentrer dans ce détail. Donc avec la fonction d'onde, vous pouvez dire elle est plutôt là que là. Elle est plutôt, hein, c'est une probabilité. Mais vous voyez que si vous l'avez trouvée à un endroit, ben, juste après, la fonction d'onde a complètement changé. Parce que si vous l'avez trouvée là, votre particule, quelqu'un qui va venir juste après ne peut que la trouver là. Oui. Or, ça veut dire que sa fonction d'onde, elle est uniquement à cet endroit-là, alors qu'antérieurement, elle était un peu diffuse dans l'espace. Donc, qu'est-ce qu'a fait la mesure de la position? Elle a modifié la connaissance que l'on a du réel, au sens où elle a modifié la fonction d'onde qui décrit tout ce qu'on veut connaître sur la particule. Donc c'est pas, je dirais, la mesure... C'est pas la mesure, c'est mal exprimé en fait, c'est pas la mesure qui va changer le réel. Non, la mesure change la connaissance que vous avez du réel. Alors on en vient au paradoxe Einstein, Podolsky, Rosen. Donc je vais vous le résumer. Vous allez me dire si je suis si je suis juste. Là, à un moment donné, la physique quantique a établi une sorte de consensus qu'on a appelé l'accord de Copenhague ou le consensus de Copenhague, qui était soutenu notamment par Niels Bohr, et qui dit grosso modo ce que vous venez de nous expliquer. Absolument. Et Einstein, Podolsky et Rosen ont poursuivi les calculs et ont dit c'est impossible ou c'est incomplet, parce que sinon ça nous amène à une situation qu'on appelle la situation d'intrication. Donc lorsque deux particules sont intriquées, une action sur l'une aboutit à une conséquence sur l'autre, quand bien même sont-elles éloignées d'une distance supérieure à ce que la vitesse de la lumière pourrait parcourir. Et alors, d'abord, pouvez-vous nous expliquer ce que signifie que deux particules sont intriquées? Quel est le facteur, l'événement qui crée l'intrication? Est-ce que, par exemple, on les fait se collisionner et boum, ça y est, elles sont intriquées? Si vous voulez, sans rentrer dans ce qu'on appelle un état intriqué mathématiquement parlant, le fait est que deux particules, vous voyez, vous les prenez à l'infini l'une de l'autre, vous les envoyez l'une à la rencontre de l'autre, oui. Elles interagissent, voilà. Ensuite elles se séparent. Voilà. Du fait qu'elles se sont interagies, elles sont ultérieurement intriquées. Elles sont dans un état intriqué qui fait que on ne peut que les décrire dans leur globalité, même si effectivement elles sont à des années-lumière l'une de l'autre. Ça, c'est quelque chose qui évidemment a choqué Einstein, et je dirais choc constant. Encore aujourd'hui, est un défi au bon sens. Alors ça a été testé en un laboratoire en Suisse, ils se sont rendus compte qu'en effet, ça va plus vite de la lumière. Alors si je prends un exemple, c'est qu'on a une particule à qui on va donner un spin -1,5, et du coup la particule qui est éloignée avec laquelle elle s'est intriquée va avoir un spin de +1,5 automatiquement, c'est ça? Et pourtant, alors là, il y a une action. Mais l'autre particule n'est pas consciente de l'action. Alors ce qu'ils disent Einstein, c'est les fameuses cartes, vous savez, qu'on met dans un sac et puis ensuite on demande aux gens de tirer. Mais ça, c'est lié au fait que, vous voyez, déjà quand on formule les choses comme ça, on a l'impression, on a plus ou moins séparé les particules. On a une qui est là, l'autre qui est là-bas, et par conséquent, il y a une espèce d'action instantanée de l'une sur l'autre. En fait, vous pouvez dire ça, mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on n'a plus le droit de les séparer, même localement, même en disant il y en a une qui est à un endroit et l'autre qui est à un autre endroit. Elles forment un tout qui est global. On ne peut plus attribuer d'état à l'une d'entre elles, indépendamment de l'autre. Alors ça, si vous voulez, c'est le phénomène d'intrication, qui est un phénomène que Schrödinger avait entrevu tout de suite, d'ailleurs.
sans imaginer les conséquences expérimentales. Et c'est un phénomène qui, en effet, défie l'intuition. Alors, dans une vidéo que vous avez faite avec Étienne Klein, vous expliquez de façon très pédagogique la notion de la localité, c'est-à-dire que toute la physique s'est faite sur la localité, puis ici nous sommes des êtres physiques dans le même bureau, donc nous sommes dans une situation locale. Oui. Et cette intrication défie la notion de localité. Alors, c'est l'interprétation qui est faite et qui est intuitive, c'est-à-dire que si elles peuvent communiquer plus vite que la lumière alors qu'elles sont distantes, et en disant communiquer, je fais un abus, oui. Vous venez de le dire, ça veut dire que la distance n'existe plus pour elle. Hein, c'est ça que signifie la non-localité. Oui, plus précisément, la notion de distance n'est pas pertinente. Voilà. Est-ce l'interprétation qu'on peut en faire? Ne peut-on pas, et là je vous propose une hypothèse très spéculative et qui n'est soutenue par rien du tout, mais première hypothèse, la distance n'existe plus pour elle. Seconde hypothèse, elles ne sont pas dans l'espace-temps. Elles sont dans une autre dimension que nous ne connaissons pas et qui est en dehors de l'espace-temps, ce qui explique que les lois de l'espace-temps, notamment l'espace d'ailleurs, la distance, ne les concernent pas. Est-ce qu'on peut dire ça? Alors là, c'est tellement spéculatif, si vous voulez, que je ne sais pas comment on peut concevoir la description du monde en dehors de l'espace-temps. La notion d'espace-temps est nécessaire, incontournable dès que vous voulez vous intéresser à la description parce que nous y sommes et que nous des lois naturelles. Nés là-dedans et donc, Oui, ou parce que les objets que la physique entend décrire vivent dans l'espace-temps précisément. Et peut-être pas les particules. Le photon, par exemple, est-il sujet du temps? Est-ce que le temps s'écoule pour un photon? Jusqu'à présent, je pense que oui. Hein, la notion de temps est une notion universelle. Enfin, la simultanéité ne l'est pas, si on croit à Einstein, bien sûr. Mais le temps est un paramètre. Alors là encore, il y aurait beaucoup à dire. Hein. Est-ce que le temps existe? Vous savez, il y a un bouquin de Carlo Rovelli assez récent, dont le titre est « Le temps existe-t-il ?» Certains affirment que le temps est une grandeur émergente, mais qui n'est pas présente au niveau fondamental. Et d'ailleurs, c'est assez frappant de voir que dans l'équation fondamentale de la relativité générale, le temps est absent. Le temps est présent dans l'équation de Schrödinger, bien sûr, et bon. Mais donc, la notion d'espace-temps, si vous voulez, bon, le temps, déjà, il y aurait beaucoup à dire dessus. Mais pour moi, je ne peux pas concevoir des objets auxquels un physicien pourrait s'intéresser et qui ne seraient pas situés dans ce qu'on appelle l'espace-temps. Ouais. Alors, un espèce d'ailleurs qui est... Parce que si c'est un ailleurs, ça veut dire qu'il n'est pas perceptible ou observable. Mais il y a oui, bien sûr. Il est peut-être au-delà d'une... C'est-à-dire, il y a une limite, par exemple, cet aspect étonnant de la vitesse de la lumière, qui a deux caractéristiques. Vous m'avez expliqué, avant d'enregistrer cette vidéo, que c'était finalement la même caractéristique. La vitesse de la lumière est la vitesse mathématique maximale à laquelle un objet peut se déplacer dans l'espace-temps. Mais cette vitesse est aussi absolue. Et dans l'expérience de Michelson et Morley, ce qui a énormément choqué les chercheurs, c'est de se rendre compte qu'un photon, on ne parlait pas de photon à ce moment-là, mais que la lumière pouvait percuter quelqu'un qui se déplace à 1000 km/h, elle le percute à 300 000 km/s, et quelqu'un qui est fixe, elle va le percuter aussi à 300 000 km/s. Oui. Le même photon à la limite. Oui. Et c'est quelque chose qui d'une part est choquant, mais qui ressemble un peu à la non-localité, puisque la vitesse, c'est le facteur d'une distance par une unité de temps, et la distance et la localité, quelque part, c'est une même notion. Et le fait qu'un photon puisse percuter un neutrino qui se déplace à 99% de la vitesse de la lumière, à la même vitesse qu'il nous percute, nous, dans cette pièce, qui sommes immobiles, c'est choquant, c'est quelque chose de profondément choquant. Oui, mais... toutes les révolutions en physique ont provoqué un bouleversement mental, hein, et celle qui l'a le plus fait, je crois, c'est la théorie quantique, parce que 90 ans après, on continue à être choqué par ce que dit la théorie quantique. Et le problème est qu'il ne faut jamais perdre de vue que la physique est une science expérimentale, et qu'en cas de désaccord, entre personnes ou entre amants, c'est l'expérience qui est le juge de paix. Voilà. Et aujourd'hui, hein, personne n'a été capable de faire une expérience qui soit en désaccord avec la théorie quantique. Bien sûr. Aussi invraisemblable que dit la mécanique quantique. Elle vous dit des choses extravagantes.
Roger Penrose vous dit la théorie quantique, c'est la plus exacte et la plus mystérieuse des théories physiques. Oui. La plus exacte parce qu'elle vous donne des grandeurs physiques avec 15 décimales, et ça, on n'a jamais vu ça en physique. Hein. On fait la manip, on trouve 15 décimales, on fait les calculs effroyables et on trouve les 15 décimales. Et ça, on n'a jamais vu ça en physique. Mais le prix à payer pour avoir cette exactitude absolument prodigieuse, c'est d'accepter des choses mystérieuses. Bien sûr, mais vous savez, ces mystères, enfin, il me semble que ces mystères vont au-delà de la physique quantique. Par exemple, la vitesse de la lumière est une constante, et toutes les constantes en physique sont surprenantes. La première étant pi, qu'une circonférence... C'est une constante mathématique, hein. Oui, mais elle correspond aussi, certes, mais elle permet de calculer des sphères, des circonférences, etc. Oui, oui. Et dès l'instant, et d'ailleurs, pi intervient énormément dans la physique, parce que dès l'instant qu'il y a une trajectoire courbe, boum, il y a pi qui arrive. Bien sûr. Et dans des... toutes les constantes, la constante E est aussi une constante très étonnante, et toutes ces constantes de la physique ressemblent à des bornes, comme si tu n'as pas le droit d'aller de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire ? Et la vitesse de la lumière, c'est un mur quelque part qui fait que, et on va parler tout à l'heure de la gravité, mais la vitesse de la lumière est aussi dans la gravité, puisque les ondes gravitationnelles se déplacent à la vitesse de la lumière. Donc on va en parler là. Et est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur l'expérience d'Alain Aspect, l'expérience... Il n'en a pas inventé le concept, mais c'est lui le premier à le réaliser. L'expérience à choix retardé, vous pouvez nous expliquer ? Alors ça non, parce que ça je ne peux pas, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Il faut vraiment, bon, l'expérience d'aspect, oui, c'est un petit peu les corrélations de PR. En fait, si vous voulez, les résultats de l'expérience d'aspect sont l'invalidation de la conclusion de Einstein, ou plus précisément, montre que s'il faut désigner un gagnant entre le trio EPR et la théorie quantique, c'est la théorie quantique qui gagne. Alors, entre 1935, EPR et Aspect 82, il y a eu en quelque sorte John Bell en 1964, qui a établi des inégalités mathématiques que doit satisfaire toute théorie dans laquelle les grandeurs physiques ont une valeur indépendamment de toute mesure. Par exemple, je reprends l'exemple de la pièce qu'on lance en l'air. Je ne sais pas si elle va tomber sur pile ou sur face. Mais je sais très bien, et avec une caméra rapide je le verrai, que pendant qu'elle tourne, il y a un côté pile, un côté face. Oui. D'accord ? Puis finalement, elle s'immobilise et je vois bien le résultat. Mais avant d'avoir mesuré, je sais que les deux côtés existent, pile et face. La théorie quantique vous dit que pour une particule, ça n'est pas le cas. Pour un spin qui a 2 états, tant que vous ne l'avez pas mesuré, vous ne savez pas... Il est en quelque sorte suspendu entre les 2 états. En haut et en bas. Et ça, si vous voulez, c'est la base de quoi ? De l'ordinateur quantique, qui est probablement en utopie. Voilà. Donc ça, c'est une chose qu'il faut avoir à l'esprit. C'est-à-dire que tant qu'une grandeur n'a pas été... On ne peut pas affirmer qu'une grandeur non mesurée avait une valeur avant que je la mesure. Et ça, c'est Pérez qui a résumé ça dans une phrase extrêmement d'apparence triviale, mais qui en fait était très profonde. Une mesure non faite n'a pas de résultat. C'est une bonne réflexion. Ah oui, non, mais alors, quand vous lisez ça sous la plume de Pérez, vous dites qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il veut dire. Alors vous remettez ça dans le contexte et vous comprenez, oui, bien sûr. Et il a raison, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, Bell n'a pas eu de prix Nobel pour cette découverte extraordinaire. Ah, écoutez, Bell n'a pas eu. Alors, est-ce que donc ce que Bell a montré, c'est que si les grandeurs ont une valeur avant toute mesure, alors il y a des inégalités pour un certain indice qu'on appelle l'indice de Bell, compris entre -2 et +2. Ce qu'Aspect a fait, c'est une manip dans laquelle il a montré qu'avec des photons corrélés, issus du... Alors, corrélés intriqués, ils ont la même source, donc ils sont intriqués, et puis il les envoie aux 2 bras d'un interféromètre, aux 2 extrémités qui sont à 10 mètres de distance, hein, c'est la taille de la pièce du labo, hein, pas autre chose, et il trouve qu'il y a une corrélation à la EPR. Voilà. Et donc, ça a été... Et alors, puisque vous parliez de prix Nobel, moi, je trouve qu'il y a un grand manquant dans les lauréats Nobel, c'est Alain Aspect. Ben oui, aussi, oui, absolument. Ah oui, parce que c'est un expérimentateur, peut-être. Qu'il y a une... Alors, on en vient, absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous, et on en vient à une autre caractéristique des particules élémentaires. Bachelard disait « l'unité n'existe pas dans la nature. Vous êtes un homme, je suis un homme, et pourtant nous sommes très différents, nous n'avons pas le même âge, pas la même couleur de cheveux, pas la même taille, pas la même longueur de bras, etc. » Donc, il n'y a qu'en mathématiques, vous savez bien qu'en physique, quand on est élève, on vous dit c'est négligeable ou ultra négligeable. Et parce que l'égalité n'existe pas. Enfin, en physique expérimentale, l'égalité pas, ou en chimie, l'égalité parfaite n'existe pas. C'est-à-dire, ça veut dire dans la réalité, dans les mathématiques, oui, dans la réalité, non. Or, un électron égale un électron. Est-ce qu'on peut dire que les électrons sont des êtres absolument similaires, comme 1 égale 1 ?
Oui. Oui, oui. Ben alors ils ne font pas partie de la physique. Si. Ils sont ailleurs. Si. Mais je vous dirais que nous sommes tous faits d'atomes, donc on est notamment on est bourré d'hydrogène, si j'ose dire, d'accord. Nos atomes d'hydrogène qui nous constituent, vous, moi, tous c'est les mêmes que ceux qui ont été formés il y a 300 000 ans après le Big Bang. A priori. Oui, ce sont les mêmes. Donc un électron, oui, est défini, c'est un objet aujourd'hui qu'on considère comme élémentaire, non composite. Donc c'est un objet qui est ponctuel, qui n'a pas de structure. Il est caractérisé par une masse, une charge, un spin. Et c'est ça qui définit cet objet qu'on appelle l'électron. Alors, personne n'a jamais eu un électron au creux de la main, ça c'est bien évident. Donc il y aura toujours des gens pour dire, mais est-ce que l'électron existe? Je crois que ce n'est pas la bonne façon de poser la question en physique. Les physiciens essayent de définir des objets de façon non ambiguë et essayent d'étudier leurs propriétés, prévoir leur comportement. C'est comme ça que... Alors, on en vient à la gravité, qui est un morceau très intéressant, puisque c'est la question du moment. Et puis, ça dure depuis 70 ans même, ou 80, voilà. Et donc, Einstein, en 1916, a fait son article qu'il appelait « La relativité générale », où il explique que les objets massifs déforme l'espace-temps, que cette déformation de l'espace-temps exerce une force sur les objets plus petits qui sont autour, qui déforment eux aussi d'ailleurs à leur manière l'espace-temps, et que donc on est en quelque sorte poussé vers les objets massifs, davantage qu'on ne serait tiré par un messager quelque part qui, avec ses petits bras musclés, comme dans la force électromagnétique, où c'est le photon qui joue ce rôle, nous ramènerait vers la Terre. C'est ce qu'on appelle une explication géométrique de la gravité. Oui. Or, les physiciens, la plupart d'entre eux en tout cas, veulent absolument découvrir ce petit messager qu'ils s'appellent le graviton dans le cadre d'une explication quantique de la gravité. Alors ma question c'est, une seule explication, une seule cause ne suffit pas, parce qu'il y a très peu de phénomènes physiques qui ont deux causes en fait. Si la relativité générale explique que mon stylo tombe sur le sol, ça suffit. Pourquoi chercher une explication quantique? Ça résulte presque d'abord au départ d'un souci esthétique. Les physiciens essayent toujours de réunir les choses, d'accord? Et le grand rêve d'Einstein, c'était précisément de réunir toutes les interactions fondamentales. Alors aujourd'hui, on en définit 4. Il y a la gravitation, l'interaction électromagnétique, l'interaction électrofaible qui est le responsable de certaines désintégrations radioactives. Voilà. Alors l'électromagnétisme et la force nucléaire qui maintient les noyaux d'atomes. Donc, alors il y en a 3 qui ont été unifiés. Oui. L'interaction forte, électrofaible et l'électromagnétisme. Ces 3-là, maintenant, c'est dans la théorie quantique des champs, ça marche magnifiquement. Et il y en a une, la 4e, la gravitation, qui en quelque sorte fait bande à part. Et que depuis 70 ans ou plus... Mais n'est-il pas légitime? Est-ce qu'elle n'a pas le droit de faire bande à part? Pourquoi vouloir trouver ce graviton? Je vous ai dit, c'est un souci esthétique. Alors, d'une part. D'autre part, en physique, il y a ce qu'on appelle les constantes universelles. La constante de gravitation, la constante de Planck, la vitesse de la lumière, précisément. Avec ces 3 constantes-là, vous êtes capable de définir des échelles de distance, de temps et d'énergie, qui vous définissent une espèce d'horizon. D'accord? Au-delà desquels il faudrait mettre ensemble les effets gravitationnels et les effets quantiques. C'est-à-dire que si vous voulez si vous voulez aller au-delà de l'horizon, il faut mettre sur un pied d'égalité la quantique et la gravitation. Et c'est ça qu'on ne sait pas faire. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi faire ça? Parce que n'y a pas de raison d'imaginer qu'au-delà de cet horizon, on n'est plus capable de décrire les choses. On devrait être capable de le faire. Le fait est que depuis des décennies, les physiciens ont essayé de le faire et n'y sont pour l'instant pas arrivés. Mais si on tient absolument à l'existence de ce messager, alors je vais m'expliquer sur ma petite théorie, c'est que on n'est pas satisfait par la relativité générale. On pense qu'elle est incomplète et qu'il faut qu'il y ait un petit messager qui ait un graviton. N'est-ce pas? Pour la raison suivante. C'est que c'est un parallèle avec l'électromagnétisme. Dans l'électromagnétisme, il y a le photon qui est le messager. Le photon se déplace à la vitesse de la lumière. On sait que la gravité se diffuse à la vitesse de la lumière. Elle n'est pas immédiate. Les ondes électromagnétiques se déplacent à la vitesse de la lumière. Les ondes gravitationnelles se déplacent à la vitesse de la lumière. Et la décroissance du
de la force magnétique et de la gravité est de 1 sur R2, c'est-à-dire que cette décroissance est l'inverse du carré de la distance. Oui. Et du coup, on se dit que s'il y a ces 3 règles qui s'appliquent, il doit y avoir l'équivalent d'un photon que nous appellerons le graviton. N'est-ce pas pour cette raison-là qu'on veut absolument qu'il y ait un graviton? Non, c'est pour des raisons plus fondamentales, j'ai envie de dire. Le fait que la force décroisse en 1 sur R2, c'est un petit peu non pertinent à la matière. Parce que si vous prenez les autres interactions, fortes par exemple, elles ne décroissent pas en 1 sur R2, et pourtant on a besoin des bosons vecteurs. Hein, les bosons vecteurs, ce sont précisément les particules qui permettent à 2 systèmes d'échanger de l'information, entre guillemets. C'est-à-dire en fait, voilà, c'est le messager. Le boson vecteur, c'est le messager qui décrit l'interaction entre les objets. Bon. Donc ça existe pour toute interaction. On imagine qu'effectivement, et c'est ce qu'on a trouvé petit à petit, on imagine qu'il y a un boson intermédiaire. Dans le cas de la gravitation, il devrait donc exister un graviton qui véhicule l'interaction gravitationnelle. Il devrait. Alors, mais, si vous voulez, tout ça, ça rentre quand même dans un schéma qui est calqué sur la théorie quantique des champs, où effectivement, le cadre est quantifié. Or, on ne sait pas quantifier la gravitation, au moins jusqu'à maintenant. Donc là, il y a un nœud. Et si vous voulez, on pourrait se dire, mais comment ça se fait que les physiciens les plus géniaux, depuis 50 ans, essayent d'unifier, enfin de mettre ensemble théorie quantique et gravitation, et n'y arrivent pas? Alors, il y a plein de raisons de fond, mais l'une d'entre elles est perceptible, j'allais dire, avec les mots du langage commun. Vous l'avez dit tout à l'heure, si on croit à Einstein, la gravitation, c'est le résultat, la force gravitationnelle, c'est le résultat d'une déformation de l'espace. Oui. Or, en théorie quantique, l'une des hypothèses, c'est que l'espace est le même partout. C'est-à-dire que la matière, en théorie quantique, les systèmes, quels qu'ils soient, ne déforment pas l'espace. Donc on a 2 théories. L'une qui vous dit l'espace est plat, reste plat, ne bouge pas, il n'est pas dynamique. L'autre qui vous dit au contraire, la matière va courber l'espace. Et on essaie de les mettre ensemble. Là, on se rend bien compte que ça ne doit pas être facile de les mettre ensemble. Alors, dans la relativité générale est une explication géométrique de la gravité. C'est-à-dire qu'on va utiliser la géométrie pour expliquer une force. Or, dans la vie de tous les jours, il existe des forces géométriques qu'on utilise. Moi, je suis venu en vélo, ici. Et dans le vélo, il y a une force qu'on appelle l'effet, pour ne pas lui donner le statut de force, qui est l'effet gyroscopique. Et l'effet gyroscopique est absolument bluffant. Si vous tenez une roue de vélo qui tourne sur elle-même, elle ne va pas tomber. Elle va tourner autour de votre doigt, autour de son axe du moyeu, et elle ne va pas tomber. Or, il n'y a rien, il n'y a aucun messager, il n'y a rien qui maintient la roue à la verticale. Ça vaut pour la force centrifuge. Il n'y a rien qui va mettre la pierre à l'horizontale. Pourquoi elles le sont? Parce que l'analyse vectorielle, donc la géométrie, implique qu'elles doivent l'être. C'est comme n'est-ce pas un peu comme dans la gravité selon Einstein? Non, ce que vous décrivez, c'est ce qu'on appelle habituellement en mécanique les forces fictives. Ce sont des forces qu'on observe que quand on est dans un référentiel qui est accéléré. Hein, quand vous êtes sur un manège, évidemment, vous tournez avec le manège et donc vous vous sentez tiré vers l'extérieur. Mais il n'y a pas de force en réalité. Donc c'est une façon de décrire une réalité, mais qui ne correspond pas réellement à une force. Ce que vous décrivez, l'effet gyroscopique, c'est pas une force qui assure que la roue de vélo tourne toujours, qu'il y a des gyroscopes. Hein, c'est-à-dire que le satellite peut tourner, le gyroscope, il tourne toujours autour du même axe. C'est un théorème qui est une conséquence immédiate de la mécanique ordinaire qui s'appelle le théorème du moment cinétique et qui vous dit que le moment cinétique est conservé. Et comme c'est un vecteur, même si ce qui le porte tourne, le vecteur, lui, ne bouge pas. Oui, mais c'est mathématique. Mais c'est un élément mathématique qui a une action sur le réel, comme la relativité générale. Oui, mais c'est pas une force, c'est une loi de conservation. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est une loi de conservation. À moi de vous poser la question maintenant. L'énergie se conserve, tout le monde sait ça. Oui. Hein? Il y a une force qui oblige l'énergie à se conserver? Non. L'énergie se conserve parce que c'est une conséquence de l'uniformité du temps et que donc si l'énergie se conserve, c'est pas parce qu'il y a une force qui demande à l'énergie de se conserver. Bien sûr. Donc le moment cinétique, la roue de bicyclette, c'est pareil. Hein. C'est comme le patineur qui, si vous voulez, quand il relève les bras, il se met à tourner plus vite. Hein, quand il est comme ça, il tourne lentement. Ouais, voilà. Absolument. Parce que son moment cinétique est conservé, mais ce qu'on appelle son moment d'inertie, lui, se réduit quand il rapproche les bras.
Oui, mais les physiciens ont du mal à accepter que seule la relativité, alors pour les raisons que vous nous avez expliquées, qui sont bien sûr des raisons importantes. Alors, j'en viens à mon dernier sujet, qui est un peu polémique, je dirais. Est-ce qu'on peut penser le réel sans les mathématiques? Alors, je vais prendre un certain nombre d'exemples. Darwin n'a pas eu besoin des mathématiques pour établir un principe fondamental, la sélection naturelle, l'évolution au moyen de la sélection naturelle, mais qui n'est qu'un principe logique. Hein. C'est avec le logos qu'il a... Wegener, pour la dérive des continents, n'a pas eu besoin des mathématiques, Pasteur non plus. Et si on prend Albert Einstein, c'est pas les mathématiques qui l'ont conduit à la relativité générale, c'est son fameuse expérience dans son ascenseur à Berne, où l'ascenseur, en accélération verticale vers le bas, il n'a plus senti son poids. Et là, il a eu une révélation, qui est la révélation d'un grand principe, en fait, un peu comme Darwin. Voilà. Et il a eu besoin de Grossman, ensuite, du mathématicien Grossman, pour trouver le tenseur, etc. Et est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que la physique n'a pas été capturée par les physiciens de la mathématique, enfin par la mathématique physique ou la physique mathématique? Oui. Bon, ça c'est une très très grande question. Bon, vous savez, comme tout le monde connaît cette affirmation apocryphe de Galilée, hein, les mathématiques sont le langage de la nature. Il n'était pas mathématicien. Il n'était pas mathématicien. Le fait est que, si vous voulez faire des prévisions quantitative. L'idée d'Einstein dans son ascenseur, c'est parce qu'en fait, il a toujours raisonné avec ce qu'il aimait appeler des expériences de pensée qui lui permettaient d'avoir ces fulgurances intellectuelles. Mais bien évidemment, comme vous dites, il a fait appel à Hilbert, notamment, pour les tenseurs. Vous savez ce que disait Hilbert à propos de la relativité générale? Non. Hilbert, grand mathématicien, génial mathématicien, disait « La physique est devenue trop difficile pour les physiciens ». Charbon. Non, ce que je veux dire, c'est que si vous voulez faire donc, des fulgurances comme Einstein en a eu, qui lui ont permis de bâtir, d'être à l'origine d'une révolution en physique, c'est bien évident que pour ça, on n'a peut-être pas besoin de mathématiques. Mais dès que vous voulez faire des prévisions quantitatives, vous ne pouvez pas échapper aux mathématiques. Et bon, les exemples on pourrait en citer une infinité ou presque. Il y a un article admirable d'Eugène Wigner, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle en anglais de l'efficacité déraisonnable des mathématiques pour les lois naturelles. On n'a jamais inventé autre chose que les mathématiques pour décrire quantitativement le réel. Alors, et quand je dis ça, c'est pas seulement pour calculer le profil d'une aile d'avion, hein, ou pour savoir quel temps il va faire demain. C'est aussi vrai sur le plan, donc en termes de procédés calculatoires, d'instruments opérationnels. Non, c'est vrai aussi sur le plan conceptuel. On parlait d'intrication tout à l'heure. Moi, je peux vous dire dans quelles conditions deux objets peuvent se trouver intriqués, mais si je veux en donner une définition précise, je veux dire écrire des mathématiques. Et là, je ne sais pas comment expliquer. Alors, je vous dis, les particules ont interagi, elles sont intriquées. Vous me croyez pas, ça c'est une autre chose. Hein. Mais si on me demandait de décrire précisément ce que ça veut dire, je serais obligé de faire des mathématiques. Je ne peux pas faire. Alors, lorsqu'on en vient à la dernière question, on s'est parlé au téléphone il y a 3 jours et je vous ai demandé est-ce que les mathématiques sont la cause du monde? C'est-à-dire, est-ce que ces lois mathématiques, si on prend l'effet gyroscopique, est-ce que c'est les mathématiques qui forcent la roue à tenir à la verticale? Vous m'avez dit les mathématiques décrivent le monde. Et ça, c'est vraiment ce que dit Galilée. C'est un livre qui s'écrit en langage mathématique. Je vous propose une troisième possibilité. C'est que les mathématiques font exactement comme la maman avec son garçonnet, quand elle le met sur le mur, qu'elle fait un trait et qu'elle voit la taille qu'il fait, il fait 1,55 m, les mathématiques mesurent. Elles mesurent, elles ne font jamais que mesurer, comme elles sont nées de la comptabilité, les mathématiques, hein, parce qu'il fallait savoir un œuf, 2 œufs, je vends ça, je t'achète ça. Et est-ce que mesurer, si on prend 1 sur R2, donc la décroissance de la gravité, ou de la gravité, c'est 1 sur R2, c'est une mesure. Certes, c'est une équation, certes, c'est une loi, mais avant tout, n'est-ce pas une mesure? Et la mesure décrit finalement, non? Ben, ça dépend de ce qu'on entend par mesure. Vous êtes des arpenteurs dans ces cas-là. Hein, vous êtes des arpenteurs. Oui, mais ça dépend. Non. Si vous voulez, non, moi je ne vous suivrai pas, parce qu'en réalité, les mathématiques introduisent des concepts qui sont au-delà de toute mesure possible. Par exemple, la notion de limite. Oui. Hein, c'est une notion qui échappe par construction à toute mesure. Alors, je vais donner un exemple tout bête. Hein. Je veux traverser le jardin des plantes, en venant d'Austerlitz pour aller à Jussieu, j'ai envie de tracer en diagonale. Hein.
il y a plein de massifs, donc je suis obligé d'éviter la diagonale. Je prends un carré de côté 1. Il y a la diagonale, d'accord? Et je me dis, bon, pour aller d'un point aux extrémités de la diagonale, ce que je vais faire un escalier qui se rapproche de plus en plus de la diagonale. D'accord? Vous voyez, je fais un premier trait, je remonte la diagonale, toc, toc. Et puis après, je multiplie le nombre de marches, et puis j'ai envie de dire, bah oui, à l'infini, je vais être contre la diagonale. Oui. Eh ben non. Eh ben non. Tant que vous avez un escalier, le chemin que vous allez parcourir est égal à 2, le nombre 2. Alors que Pythagore vous dit que la diagonale, c'est racine carrée de 2. Ça, c'est une opération qui échappe à toute expérimentation. Parce qu'aucun physicien, aucun mathématicien n'est capable de bâtir une expérience où, en multipliant à l'infini, c'est la notion d'infini qui est sous-jacente, en multipliant à l'infini le nombre de petites marches, il va arriver sur la diagonale. Et ça, on ne peut pas le faire. Et si vous voulez, cette espèce d'incompatibilité entre la distance parcourue en restant aussi près que je veux de la diagonale et la longueur de la diagonale, ça c'est un truc qui a bouleversé les anciens. Ils ne comprenaient pas qu'il puisse y avoir des nombres qu'on a appelés par la suite irrationnels. Oui. Donc ça c'est quelque chose qui échappe à toute mesure. Autrement dit, les mathématiques... Oui, mais les nombres irrationnels sont peut-être une invention de l'esprit humain. C'est-à-dire que là on rentre dans un domaine qui... C'est quelque chose qui existe en mathématiques. Ouais. Alors, est-ce qu'ils sont réels? Et est-ce qu'ils existent? Parce qu'on c'est racine de moins 1, quoi. On veut absolument qu'il y ait racine de moins 1, alors on invente les... C'est un autre sujet, mais l'invention des chiffres irrationnels... Peut-être que l'infini n'existe pas, en fait. C'est peut-être... Alors, il existe en mathématiques, à mon avis, de mon point de vue, ça c'est un peu, hérétique, il n'existe pas en physique. En physique, il n'y a ni zéro ni infini. Hein. Bon. Mais il n'y a pas de doute que la diagonale du carré, si je prends 1 mètre et que je la mesure, je trouve racine de 2. 1,414 si vous voulez. Bon. Eh bien, nous allons finir sur cette vérité incontestable, Monsieur Aslangoul. Merci beaucoup. Je vous en prie.